Alors, donc, il était prévu, et vous le savez, puisque vous avez le texte que j'ai préparé pour vous, il était prévu que nous reprenions ce matin avec la difficile question du phallus. Avant de commencer ce que j'ai préparé et que je vais vous dire, bien sûr, si André est d'accord, j'aimerais euh, euh, faire une remarque préalable que je ferai courte et qu'il pourra traduire. Tu es d'accord, André? Tu m'entends? Sachen, die ich dann übersetzen werde. Tu peux y aller. Bon. Alors, la remarque préalable que je voudrais faire, c'est une des dernières annonces que Lacan a faites, voire la dernière pratiquement, Es et geht sozusagen um die letzte Ankündigung oder eine der letzten Ankündigungen, die Lacan gemacht hat. et qui, si on la prend au sérieux, et je ne crois pas qu'on l'ait fait assez jusqu'ici, Wenn man sie ernst nimmt. remanie toute son œuvre concernant le phallus et la castration. Er kommt dann auf alle seine Aussagen, den Phallus und die Kassation betreffend zurück. Ou plutôt, ça ne la remanie pas, mais ça l'éclaire d'un jour qu'on n'avait pas aperçu. Es ist nicht sozusagen, dass er sie remanier ummodelt, sondern dass sie dadurch erklärt werden. Ja. Cette Oder remarque, erhellt werden. Beleuchtet werden. Ja. cette remarque, elle figure dans le dernier séminaire dit Dissolution. Es ist in seiner letzten Seminarsitzung unter dem Titel Die Auflösung. Où Lacan dit ceci, entre autres, vous l'avez sûrement en tête. Er sagt dieses unter anderem. Freud part de sa cause phallique pour en déduire la castration. Freud geht von der phallischen Ursache? Causa, das kann man sagen Ursache oder Ursache aus, um die Kastration zu definieren. Cela ne va pas sans bavure que je m'emploie à éponger. Und das geht nicht ohne Bavure, ohne, wie würde man sagen, Beeinträchtigung, ja, Bavure, ohne dass irgendetwas schief geht und das ich versuche zu berichtigen. J'essaie d'éponger, das heißt auswischen. Ja, auswischen, aber auch berichtigen. Alors, cette phrase n'a l'air de rien et dieser Satz scheint unscheinbar zu sein. On a le sentiment qu'on a déjà entendu ça. Man hat den Eindruck, dass man das schon gehört hat. Et en fait, cela renverse toute la perspective. Aber in der Tat wird dadurch die ganze Perspektive, der Hinblick, die Sicht umgebracht. Bien entendu, parce que bien entendu, Lacan, il ne le redit pas là, mais de fait, il fait l'inverse. Bei Lacan, er sagt das nicht hier, aber Lacan macht genau das Gegenteil. Il part de la castration pour en déduire le phallus. Er geht von der Kastration aus, den Phallus daraus abzuleiten. Et non pas le contraire. Und nicht Et non pas le contraire, comme faisait Freud et comme faisaient toutes les sociétés patriarcales. Ja, so wie Freud und alle analytischen Gesellschaften das bis dahin gemacht haben. Ja. Il partait du phallus comme une donnée tombée du ciel en quelque sorte. Man ging vom Phallus aus als gegeben, sozusagen von Gott aus, vom Himmel aus gegeben. Ja. Et à partir de là, ils en déduisaient qui était castré pour ne pas avoir ce phallus. Und von da aus
schloss man dann, wer kastriert war, der nicht über den Phallus verfügt. Alors, bien sûr, tous au nom du Père. Und das Ganze im Namen des Vaters. Mais aussi par confusion avec l'organe pénien. Aber auch in der Verwechslung, aufgrund der Verwechslung mit dem penischen Organ, péniche, avec la péniche. Voilà. Donc, les femmes, les enfants, les homosexuels, à partir du phallus, toutes ces catégories étaient castrées. Ja, das heißt, vom Phallus ausgehend waren dann alle diese Kategorien Frau, Kind, Homosexueller kastriert. Voilà. Lacan, au contraire, je l'ai longuement développé, y compris hier soir, est parti de la castration telle qu'il l'a décrit au sein du rapport sexuel lui-même. Lacan hingegen geht von der Kastration aus, so wie sie im Geschlechterverhältnis auftritt oder im Geschlechtsverkehr auftritt. Il l'a déduit dans cette disjonction des jouissances des deux sexes. Ausgehend von der Nicht-Übereinkunft, Disjonction des Genießens der beiden Geschlechter. Cette non-conjonction qui est déjà organique. Eine Nicht-Übereinkunft, Übereinstimmen, die bereits organisch ist. Et qui est matérialisée par la coupure pénienne après l'orgasme. Und durch die durch den Schnitt des Penis nach dem Orgasmus materialisiert wird. Ja. Cause angoisse et interprétée comme castration. Das mit Angst verbunden ist und die Kastration bedeutet. Dans la mesure, bedingt, ja. Comme castration face à l'appel de la jouissance de l'autre, bien sûr. Face à l'appel der Erwartung oder Forderung des Genießens des anderen gegenüber. Voilà. Et c'est là que, bien sûr, le phallus est construit comme symbole. Und dort wird der Phallus als Symbol konstruiert. Pour renverser, surmonter, masquer aussi plus tard cette castration. Diese Kastration später zu maskieren, überwinden. Voilà. Donc vous voyez, c'est absolument le renversement de la conception freudienne. Das ist also eine Umwerfung der freudschen Position. Et bien entendu, ça change tout. Und das ändert alles, ja. Donc, j'en viens maintenant au texte. Und jetzt auf meinen Vortrag zurück. Alors, la question est, doit-on renoncer à utiliser le concept du phallus comme les courants... Maintenant, je traduis plus, donc tu lis. Voilà. Donc, oui, là, j'ai plus besoin d'attendre la traduction, oui. Doit-on renoncer donc à utiliser le concept du phallus comme les courants féministes et les études de genre le demandent? C'est un concept qui est, on le sait aujourd'hui, récusé à une large échelle comme outil symbolique de pouvoir des sociétés patriarcales. Ces sociétés qui ont érigé le rapport des deux sexes en un rapport de pouvoir. J'ajoute cette remarque. Ceux qui réclament l'élimination du phallus et considèrent que le féminin n'est pas concerné par ce concept ne veulent pas savoir non plus que ce concept, ce symbole, ce signifiant, est de plus en plus explicitement partagé entre les sexes aujourd'hui, puisqu'il est, comme disait Lacan bien avant que ce partage soit fait, un ambocepteur, c'est-à-dire qu'il a deux pôles récepteurs.
qu'a déchiffré son origine et son devenir dans l'histoire, de fait, à l'aide de la théorie lacanienne, de fait, on le rend contingent au lieu de nécessaire qu'il était. Il n'est plus nécessaire. Il ne veut rien, donc, ces discours, savoir du fait qu'à l'origine, ce symbole fut construit comme symbole de l'union sexuelle des sexes pour surmonter la castration comme limite pénienne dans le rapport sexuel, et qu'il fut destiné à la combattre. Qu'il fut ensuite, plus tard, au niveau des mystères, comme Lacan l'a décrit, confisqué en quelque sorte en devenant insignifiant, c'est-à-dire en venant représenter la toute-puissance au nom du Père, là où la puissance défaille parfois. Le christianisme l'a rejeté des discours, on le sait, ce phallus hérité des Grecs et des Romains, mais il l'a en fait gardé intact comme instrument de logique patriarcale. Il l'a gardé dans les dessous des discours. Lacan a fait, en outre, je l'ai souligné, remonter sa déconstruction du phallus jusqu'à l'origine du langage. Comme un appel, nous en avons parlé hier soir, comme un appel engendré par les femmes, en dernier lieu par les femmes, pour former entre les sexes un rapport là où le sexe n'en forme pas. À l'étape actuelle, le phallus n'est plus le fondateur de cette loi universelle de disposition de l'autre sexe dans nos contrées. Le phallus se redistribue désormais entre les sexes. Chacun s'oriente selon une logique ou selon une autre, quel que soit son sexe, selon le tout ou le pas tout, quel que soit son sexe, et il s'oriente selon la référence de la loi sexuelle de façon désormais tout à fait contingente. C'est devenu un fantasme plaisant auquel on se réfère ou non. Donc, c'est l'état des lieux. Donc, dans ce contexte, doit-on éliminer ce concept du phallus au moment où s'avère son inadéquation comme signifiant au rapport sexuel, au rapport de deux sexes, au moment où il se redistribue de cette manière, où il apparaît clair qu'il est le fait des deux sexes, ou bien doit-on poursuivre sa déconstruction, acter sa réorganisation en cours, inventer ses suppléances au cas par cas dans le rapport sexuel? C'est ce qui se fait de fait. Reprendre donc les étapes de son déchiffrage par Lacan, observer son mode de partage dans les deux logiques sexuées avec leur détermination de l'orientation sexuée de chaque sujet, parfois de manière différente au long d'une vie d'ailleurs. Ça n'est pas une fois pour toutes. Il y a un micro ouvert. Oui, Eva, il faudra fermer ton micro. Si on éliminait totalement le phallus de nos jours comme concept, si tant est que ça soit possible, ça consisterait à le repousser du discours une fois encore, comme le christianisme l'a fait, au fond, tout en le conservant, pour le conserver. On serait donc dans cette même logique du tout ou rien que celle que le phallus a servi à établir de façon exclusive au nom du Père. En réalité, la fonction phallique, celle dont la loi sexuelle se sert pour énoncer l'homme qui a la femme, elle est elle-même devenue contingente. Elle n'a plus d'exclusivité nulle part, sauf dans les zones subjectives et politiques dites totalitaires, où les logiques du tout rebondissent là avec d'autant plus de force qu'elles ont été récusées précisément. Lorsqu'elle n'est plus exclusive, la fonction phallique voit une bonne part de sa potentialité perverse, telle que Lacan l'a désignée, disparaître. Et il n'est pas sûr que la psychanalyse doive absolument inventer, comme il est dit si souvent, comme Lacan l'a dit d'abord, une nouvelle perversion. Éliminer le phallus fut donc la grande affaire du christianisme qui le rejeta dans les dessous du discours et il continua d'animer à l'insu les logiques toutes phalliques que cette religion organisait, comme tous les monothéismes d'ailleurs.
Vouloir l'éliminer actuellement méconnaîtrait cette nécessaire distribution logique que Lacan a fait sortir de terre, les logiques du tout et les logiques du pas tout, qui, comme vous le savez donc, ne recouvrent pas les deux sexes, puisqu'elles se choisissent une par une. Les logiques donc, dans le discours, les logiques toutes, où seule la jouissance phallique est à l'œuvre, comme on l'a vu hier soir, et les logiques pas toutes, où on alterne entre une jouissance phallique dans le discours et une autre jouissance hors du discours, ce qui est une alternance tout à fait réalisable, je le soulignais, bien qu'elle soit contradictoire. On méconnaîtrait cette rupture conceptuelle que permet la théorie de Lacan en la prolongeant, certes, grâce à sa déconstruction du phallus comme cause originelle de langage, par son défaut même dans le rapport sexuel. On méconnaîtrait ceci au moment où de nécessaire il est devenu contingent. Si de sa nécessité nous avions appris durant longtemps, de sa contingence, de sa circulation entre les sexes au cas par cas, et sans aucun universel désormais, nous avons tout à apprendre, y compris sur les raisons de cette origine topologique du langage. Donc, une évidence rapide montre que s'il s'avère que le phallus, de même que la castration qui le cause, qui en suscite l'élaboration, et qui est la chose du monde la mieux partagée, loin qu'elle soit, vous le savez, attribuée à un seul sexe comme elle l'a été dans les logiques patriarcales, eh bien, on continue pourtant aujourd'hui, bien que cela apparaisse de plus en plus clairement dans notre société, sans même s'appuyer pour Lacan puisqu'on ne l'a pas déchiffré, pas assez sur ce point du moins, on continue pourtant à confondre phallique et masculin dans les discours. Alors que précisément, cela se distingue désormais radicalement. Le masculin est ce qui est tout phallique, enfin ce qui est, disons, ce qui s'oriente selon une logique toute phallique, quand non pas le féminin, il n'y a pas le féminin, mais il y a des féminités qui se déterminent une par une, eh ben, les féminités ne sont pas toutes phalliques. La logique toute phallique n'est plus donc la seule logique possible, et ça commence à se savoir, de fait. Elle rencontre de plus en plus cette logique toute phallique, elle rencontre de plus en plus l'autre logique, celle qui objecte à son universel tel qu'il fut longtemps exclusif. Cette réorganisation conceptuelle en marche, sérieusement en marche, concerne l'ensemble des positions sexuées dans notre siècle et quel que soit, donc, je le répète, le sexe des sujets concernés. Si elle était déchiffrée et connue, cette alternative logique simple entre ces deux logiques conviendrait certainement, à mon avis, à beaucoup de discours actuels, y compris certains féminismes, certaines études de genre, qui jusque-là se déterminent en termes de tout ou rien. Entre le tout phallique ou castré, en restant dans la pensée de l'un. Il reste dans la pensée de l'un, ces discours. Cette pensée de l'un que Lacan a rompue, en lui ajoutant un supplément. En observant donc la formation de ce concept au cours d'une construction subjective, comme au long de l'histoire, en le déconstruisant comme tel, ce concept phallique, Lacan a donc établi une thèse solide, cohérente, convaincante, de la source inconsciente de sa création par les civilisations et les modalités de son devenir. Jamais mieux que sur ce point, on ne voit à quel point l'inconscient, c'est la politique, comme il le dit. Dans son passage du symbole au signifiant, selon ce que Lacan a appelé un mécanisme pervers, venant, c'est-à-dire ce qui vient à représenter à la fois quelque chose pour un sujet et à la fois ce sujet lui-même, c'est ainsi que Lacan décrit le mécanisme pervers du phallus. Le phallus avait donné lieu aux logiques des sociétés fondées sur ce qu'il désignait, Lacan, comme une perversion en deux mots, vous le savez. Une perversion en deux mots, c'est-à-dire en somme une perversion d'état.
Cette observation concernait autant un sujet qu'une civilisation, par conséquent, et ces données majeures de l'inconscient, issues de la copulation du corps avec le langage, c'est-à-dire la définition même de l'inconscient, et l'origine même du sens, la copulation du corps avec le langage, eh bien, ce sont les mêmes pour un sujet et pour une communauté de discours, pour une logique du sujet ou pour une politique des sociétés, ce sont les mêmes. Lorsque le nom du Père se défait en partie, laissant place à une pluralité de fonctions distinctes, au lieu de les rassembler toutes en un seul pôle, lorsque son prototype divin, le nom du Père, est en net recul dans les croyances, même si son avatar dans d'autres religions se ranime de manière grimaçante, les logiques du tout, néanmoins, perdent leur exclusivité. Elles reculent. Elles laissent affleurer plus avant d'autres logiques possibles, les pas toutes, plus proches du réel, moins arrimées au plus de jouir, et qui découvrent une zone hors discours essentielle dans la détermination, y compris du discours. Une redistribution s'opère qui se réorganise tout autrement, avec une zone universelle quasi asexuée, comportant les deux sexes, tous dépendant de la fonction phallique, et une zone singulière, unaire, sexuée, où parfois une autre logique peut s'élaborer à deux, de façon à partie indépendante du sexe. La logique, pas toute. Donc, il restera maintenant à étudier quelques propositions importantes qui n'ont pas encore été véritablement étudiées et que je suis en train d'étudier pour d'autres travaux, comme par exemple celle par quoi Lacan répondait au MLF, le mouvement de libération des femmes, que le phallocentrisme, en fait, est une garantie pour le féminin. Et que, ne voulant ce phallus que pas toutes, puisque c'est sa description du féminin, elle ne veut pas toutes le phallus, ça ne veut pas dire qu'elle ne le veut pas tout, ça veut dire qu'elle ne le veut pas toutes. Qu'elles ne veulent pas toutes ce phallus, eh bien une femme, dès lors, se refuse elle-même à la généralisation phallocentrique, c'est son expression. Et donc il exprime là que c'est d'elle-même qu'elle s'y refuse et non pas du fait de l'homme, comme l'énoncent les féminismes. Nombre de jeunes femmes actuelles, on le voit bien dans l'expérience, font état du moment de leur vie, par exemple, notamment à l'adolescence, où elles sont restées dans un rapport de maltraitance de la part d'un homme, considérant que leur infériorité sexuée méritait ces mauvais traitements, mais aussi en y voyant là c'est quasiment une citation je fais d'un fragment clinique, en y voyant là les traits véritables de la passion, cette maltraitance. Elles ont raison d'ailleurs, ce sont les traits véritables de la passion, mais au sens de la passion du Christ. Souvent, elles recherchaient ainsi, à leur insu, un représentant de l'homme, au moins un, qui les séparerait de l'emprise puissante de l'autre, la mère. Une mère que, de plus en plus aujourd'hui, nul père ne vient brider. Nul petit père, disons, mais parfois nul père signifiant non plus. La part de participation des femmes à cette aliénation, donc, comporte des points, de nombreux points à préciser. Et maintenant, je vais aborder le 5e point. Il est reproché à la psychanalyse d'avoir méconnu, d'avoir refoulé, d'avoir élidé, voire éludé, la fonction du corps, en s'en tenant à des modes de circulation psychique désarrimés du corps, voire idéalistes. Notamment selon le langage, bien sûr. C'est ce dont on a accusé Lacan. Cela fut particulièrement donc reproché à Lacan, avec son inconscient structuré comme un langage, alors qu'on avait reproché à Freud, à l'inverse, son biologisme. Il est certain que les psychanalystes ont pratiquement passé sous silence des questions corporelles précises, celles du rapport sexuel notamment, celles de la jouissance pénienne, bien entendu,
elle est inconnue au bataillon des travaux psychanalytiques, celle de la jouissance dite vaginale et encore plus de la jouissance clitoridienne, radicalement inconnue au bataillon des travaux psychanalytiques, ce dont ils sont évidemment accusés. Cette jouissance clitoridienne, comme il leur est reproché qu'ils ont considéré, après Freud, comme une masturbation infantile abandonnée à la majorité, c'est-à-dire pour devenir femme, selon une conception de la jouissance phallique qu'on a évoquée hier soir, d'ailleurs, que j'ai évoquée hier soir, qui est celle d'une petite fille en proie à la jouissance phallique, bien entendu, qui est dès lors appelée virile. La jouissance phallique n'est pas virile, elle est phallique. Le phallique étant la chose la mieux partagée du monde. Et ça, vous savez, c'était nommé ainsi par Freud. Et que donc, cette jouissance-là, si elle était virile, elle devait logiquement disparaître pour laisser place ultérieurement à une féminité. C'est une méconnaissance qui est cohérente avec la logique toute phallique de l'étape freudienne de la psychanalyse, puisque cette étape freudienne postulait que la femme participait par son au rapport sexuel et au discours, par son défaut pénien. Pourtant, dans les 3 essais sur la psychanalyse, Freud avait été beaucoup plus clairvoyant, extrêmement clairvoyant, puisqu'il semble qu'il l'ait oublié ensuite. Il avait là décrit dans les 3 essais la stimulation clitoridienne nécessaire, je l'ai souligné, dans le rapport sexuel, comme ce qu'il appelait un petit bois pour allumer le grand feu vaginal. Il ne connaissait pas alors, pas plus que quiconque, l'anatomie et la physiologie de l'organe clitoridien interne, qui a été découverte récemment, qui a été découverte véritablement, c'est-à-dire qu'on a fait connaître, même si elle avait été décrite avant, qui a été décrite récemment, il y a une quinzaine d'années à peine. Donc cet organe clitoridien interne, qui est extrêmement important à connaître, y compris pour les psychanalystes, bien sûr, tel qu'il entoure les parois du vagin, les parois internes du vagin, en leur communiquant à ces parois sa sensibilité orgastique, puisque l'organe clitoridien interne, tout autant que l'organe clitoridien externe, le gland, constitue un tissu orgastique susceptible d'orgasme. Freud ne pouvait pas savoir à quel point il tombait juste, donc, en disant ceci, qu'il fallait stimuler le gland pour que le vagin devienne sensible. Mais il ne savait pas comment, il avait raison. Et il l'a laissé de côté ensuite. Lacan ignorait tout autant l'existence du clitoris interne, de l'organe clitoridien interne, tel que ses arches et piliers entourent les parois du vagin et peuvent donc susciter par contact cette sensibilité orgastique. Cet organe interne qui est assez volumineux. Or, il est assez drôle de voir que Lacan, qui ignorait cette existence, s'amusait de la minceur du gland clitoridien, puisque, vous le savez, toujours en 1980, dans ce dernier séminaire dissolution, qui décidément, on peut dire, il était temps qu'ils disent tout cela. Un peu plus, il était trop tard s'il ne le disait pas. Donc, il était temps, il l'a dit. Eh bien, il s'amusait de la minceur du clitoris, du gland clitoridien, mais pour constater, de façon lui aussi extrêmement juste, que tout aussi mince qu'il soit, il n'en suscitait pas moins, chez la femme donc, ce qui faisait l'autre bord de la jouissance phallique, puisqu'il désignait là la jouissance phallique, bien entendu, dans l'orgasme clitoridien, ce qui faisait l'autre bord, à savoir l'élaboration de l'inconscient. Je n'ai pas repris là la citation exacte, je la rechercherai si vous le voulez. C'est une citation par laquelle Lacan établissait cette équivalence. Alors là, je ne suis pas mon texte, hein, André. Lacan établissait cette équivalence extrêmement importante que tous les féminismes et les genders ont découvert, hein,
sans les psychanalystes, que l'orgasme est équivalent dans les deux sexes, que c'est le même si d'un côté, donc, il y a apparemment un organe très petit et de l'autre un organe beaucoup plus vaste. La fonction de l'orgasme est néanmoins la même, Lacan le disait, et notamment en ce qu'elle fait bord à l'inconscient. Ça, c'est une notation extrêmement importante. Donc, en résumant, oui, Giselle, oui. Das heißt, dass Lacan darauf hinweist, dass der Orgasmus in beiden Geschlechtern derselbe ist, auch wenn er sich wenn ein anderes Organ im Spiel ist, einmal ein kleineres, einmal ein größeres, und dass es sich um ein Genießen handelt, das eben seine Grenze findet in einem Bauch, einem Rand, würde man noch sagen, der durch das Unbewusste dargestellt wird. Ja. Donc, je reprends le texte. Il mettait l'accent sur le fait que tout mince soit-il, cet organe n'en obtenait pas moins cette jouissance avec ce qu'il s'en élabore sur son autre bord, à savoir l'inconscient. Exactement comme pour l'homme. Il évoquait là donc manifestement l'effet subjectif de l'orgasme, source organique de la jouissance phallique, équivalente dans les deux sexes, bien que les deux organes soient extrêmement différents. C'est là j'ajoute une phrase hors texte, c'est là d'ailleurs qu'il disait que, à condition de ne pas s'éblouir d'une nature antiphallique dont il n'y a pas trace dans l'inconscient, eh bien, une femme élabore tout autant l'inconscient à partir de ce bord-là. Je reprends le texte, vas-y. Eine Frau auch donc une femme élabore à partir de ce bord, elle élabore élabore l'inconscient. Dass dass eine Frau von derselben Grenze ausgehend etwas vom Unbewussten élaboriert, ja, produziert, hervorbringt. C'est très important. Et ça répondait directement au discours actuel des féminismes et des genders. Or, les connaissances biologiques actuelles sur le clitoris, anatomiques et surtout physiologiques, remanient donc profondément les conséquences logiques qui s'appuient dessus. Mais elles sont encore méconnues et inutilisées. Aussi bien les connaissances physiologiques que les connaissances des notations lacaniennes. Alors, elles sont méconnues et inutilisées par les deux discours, le discours militant autant que le discours psychanalytique. Ce qui, par exemple, a été montré par la gynécologue française Odile Buisson, de l'effet de la stimulation du gland clitoridien sur les arches et les piliers du clitoris interne qui les font gonfler et se faisant affleurer à la paroi vaginale sur son envers, donc au contact de la paroi, eh bien, cela explique que l'orgasme du rapport hétérosexuel puisse être également d'origine vaginale, géographiquement. Vous connaissez le débat extrêmement, c'est une phrase en dehors du texte, vous connaissez le débat extrêmement vif qui a eu lieu là-dessus. Donc, in der Vergangenheit des analytischen Diskurses eine sehr heftige Diskussion über Klitoris und Vagina als Orte des Genießens. Klitoris oder. Donc, la nature du tissu orgastique, elle est uniquement clitoridienne, mais la provenance, la localisation de l'orgasme peut être aussi vaginale par contact. Le grand débat des sexologues et des féministes contre Freud, en se moquant de lui parce qu'il décrivait un orgasme vaginal à la condition de stimuler le gland clitoridien, je le rappelle, trouve là son échéance. Le débat est clos.
Il y a bien un orgasme vaginal, ce qu'atteste l'expérience depuis toujours, mais il dépend de l'organe clitoridien interne par contact s'il est anatomiquement vaginal. Le débat est donc clos avec des éléments justes et des deux côtés. Un seul tissu orgastique, certes, mais deux localisations possibles de l'orgasme clitoridien. Une localisation interne et une localisation externe. Les conclusions, donc, devront être ajustées aux nouvelles donnes, aux nouvelles interprétations, et elles ne le sont pas encore actuellement. Je fais une petite parenthèse, les discours féministes et gender en sont restés là-dessus à accuser la psychanalyse de passéisme et de n'avoir rien compris au clitoris. Ja, das heißt, die Gender- und feministischen Diskurse sind dabei stehen geblieben, der Psychoanalyse vorzuwerfen, dass sie bei einer überkommenen Position stehen geblieben sind, die nichts verstehen würde vom dem Orgasmus, der vom Klitoris ausgeht. Alors que la psychanalyse, en s'appuyant sur les dernières données lacaniennes, celles que je viens d'évoquer, et en tenant compte des découvertes biologiques, est en avance sur ce débat. Wenn man von dem letzten Lacan ausgeht und auch von diesen rezenten anatomischen Recherchen und Funden, kann man sagen, dass im Gegenteil die analytische Position en avance ist. Also, wie sagt man? Weiter vorn ist. Weiter. Ja, in einer Vorreiterposition. Ja, Ja. Vorreiter. Ja. J'entendais entrer, mais comme je ne parle pas l'allemand, j'ai peut-être mal compris, que tu disais anatomischen. Oui, j'ai dit anatomique, oui, effectivement. Alors, c'est physiologique plus qu'anatomique. Donc, es ist eher physiologisch als anatomisch. Ja. Voilà, parce que l'expérience d'Odile Buisson a consisté à faire sous échographie observation d'un coït, observer un coït sous échographie pour pouvoir observer comment l'orgasme se produit à partir du clitoris interne. Ja, das heißt, die Erfahrung, die Odile Buisson gemacht hat, die Gynäkologin, ist, dass sie unter eine Beobachtung des Koitus unter Echographie gemacht hat, um genau zu sehen, wie sich diese, könnte man sagen, Wellen des Genusses verbreiten. Ja. Voilà. Et alors, les discours féministes connaissent parfaitement l'anatomie du clitoris interne, ja, das pas heißt, la physiologie. Ja, das heißt, die feministischen Diskurse kennen wohl die Anatomie des Klitoris, aber nicht seine Physiologie. Elles connaissent si bien l'anatomie du clitoris interne que vous savez qu'on le voit maintenant partout. Je l'ai même mis sur la couverture de mon livre. Ja, das heißt, die Anatomie des inneren Klitoris ist jetzt so sehr bekannt, dass man seine Darstellung überall findet, sogar auf dem Titelblatt meines Buches. Mais elles n'ont pas compris la physiologie de cet organe. Aber man hat nicht verstanden, wie die Physiologie dieses Organes funktioniert. Ja. Et notamment qu'en entourant le vagin de façon interne, elles permettent de produire cet orgasme vaginal que Freud décrivait. Und insbesondere, dass man eben beobachten konnte, wie dieser vaginale Orgasmus sich ausgebreitet hat, von dem Freud schon bereits gesprochen hat. Voilà. Et pour compléter la chose sexologique dont nous parlons, je vais faire remarquer que Freud, qu'il avait parfaitement compris, sans connaître lui non plus cet organe interne, ja, um diese sexologische Bemerkung weiterzutreiben, kann man sagen, dass Freud bereits ohne dieses Wissen über die Physiologie
des Klitoris zu haben. Nous savons maintenant qu'il avait raison parce que en stimulant le gland, on obtient un gonflement de l'organe interne, donc un orgasme Deshalb vaginal. man weiß jetzt, dass er recht hatte, denn durch die Stimulierung der Eichel, des Klitoris also, führt das zu einer Anschwellung des inneren Organes, also in der Vagina und so weiter. Voilà. Et j'ajouterais, pour terminer cette parenthèse, que Freud, qui n'était ni moralisateur ni sexologue, Freud war weder moralisierend noch Sexologe. disait bien qu'il fallait le stimuler, ce gland, mais il ne disait pas qui. Er hat gesagt, dass man wohl diese Eichel stimulieren muss, aber er hat nicht gesagt, wer das tun soll. Il ne disait pas qui et il ne disait pas comment. Und er hat auch nicht gesagt, wie. Ja. Stimmt. Voilà. Zum Glück. Zum Glück. C'est donc de la responsabilité des femmes autant que des hommes. Ça n'est pas une charge supplémentaire mise sur le dos des hommes. Also das ist eine Charge, eine Belastung, nein, nicht eine Belastung, eine Verpflichtung, eine Aufgabe, eine Aufgabe, nicht nur für den Mann, sondern auch für die Frau. Also eine Aufgabe, die man nicht noch auf den Buckel des Mannes. Voilà, on peut discuter de tout ça entre nous. Je referme la parenthèse. Die Klammer wird geschlossen. Par ailleurs, je reprends le texte. Par ailleurs, ce reproche fait à la psychanalyse d'élider le corps méconnaît le lien, le nœud que Freud, aussi bien que Lacan, ont interrogé et ont élaboré entre corps et psychisme, entre corps et langage. Chacun à sa manière. Freud avait espéré, en effet, vous le savez, que l'on trouve une origine biologique de ce roc de la castration omniprésente dans le psychisme humain. Et c'est à ça que Lacan a répondu en 1963, il le dit, en relevant ce gant donc et en décrivant cette origine biologique dans l'effet qu'engendre la détumescence suivant l'orgasme masculin dans le rapport sexuel, cet effet étant de limite, bien sûr. Les conséquences théoriques en sont gigantesques de ce gant relevé par Lacan, car cette limite de la jouissance du couple sexuel fut interprétée par les civilisations comme l'effet d'une castration, avec la construction d'un immense appareillage phallique destiné à la combattre. Et cet immense appareillage s'ensuivit au long des millénaires jusqu'à présent, où, à partir de cet appareillage, la disposition du corps de l'autre sexe vint prendre la place, peu à peu, et radicalement à partir des mystères, de la jouissance renoncée. On disposa du corps de l'autre, faute de pouvoir jouir avec l'autre. Sexe, bien sûr. Ce moment pervers dont j'ai déjà parlé, qui est le moment constituant des discours patriarcaux, qui a été identifié par Lacan dans les mystères, tel que l'établit la loi sexuelle actuelle, qui a été en partie récusée, et qui, de fait, c'est-à-dire la loi sexuelle qui établit qu'on est l'homme, ce qui a, et on a ce qui est, eh bien, cette loi sexuelle écarte à jamais l'inscription dans les discours d'un rapport sexuel comme tel entre les sexes, c'est-à-dire d'un rapport de deux. C'est un rapport d'un et quelque chose. C'est l'un. Comme Lacan disait, il y a de l'un. En conclusion, il reste encore bien des points à envisager, à examiner, à discuter, où se rencontrent et s'opposent des dires majeurs des discours féministes et des études de genre, avec des dires majeurs de la pensée psychanalytique, freudienne, lacanienne surtout, telle qu'elle évolue et telle qu'elle chemine en se corrigeant de ses erreurs, et notamment grâce à Lacan. Au fur et à mesure que sa pratique se poursuit, que sa pensée s'ajuste, sans que cette rectification, d'ailleurs, soit tout à fait
encore à l'œuvre à une grande échelle dans le siècle, malgré la multitude de psychanalystes qui s'en réclament. Cette opposition déclarée à la psychanalyse par les féminismes et les genders à chaque étape du parcours, qui est parfois justifiée, parfois non, eh bien, s'ajoute à des points de convergence importants qui évoquent l'existence, ensuite aussi, de nombreux malentendus. Les textes radicaux qui ont marqué ce cheminement des féminismes font sursauter, et ils ont l'avantage de faire sursauter. Ils organisent avec acuité, cependant, quelque chose qui est une pensée du tout, seulement une pensée du tout, mais qui éclaire à l'opposé les autres, et je dirais qui éclaire à l'opposé la nécessité de la logique patou de Lacan. Certains de ces désaccords, bien sûr, persisteront, d'autres se réduiront, car les modes de séparation d'avec l'autre, nous assistons, me semble-t-il, à une véritable séparation du féminin, non pas en tant que sexe, parce que là, il n'y a pas d'universel, encore une fois, mais de ce qui peut constituer le féminin et les féminités. Donc, les modes de séparation d'avec l'autre commencent le plus souvent par une étape de logique du tout, exactement à l'instar de celle qu'on combat. Donc, il me semble que ça pourra évoluer. Et puis, il s'ajuste parfois au fur et à mesure en abandonnant certains excès, certains totalitarismes, je dirais. Donc, ça évoluera certainement après cette étape de logique toute des féminismes. La pensée lacanienne sur les conceptions sexuelles, telle que j'essaie de l'utiliser depuis longtemps, se ravive aussi, ce qui est bien, parce qu'elle comporte nombre de découvertes nécessaires pour l'avenir de la psychanalyse et de la pensée en général que l'Occident, que la pensée de l'Occident n'a pas encore déchiffré. Et donc, c'est en quelque sorte de ma part un appel à ce qu'elle le soit déchiffrée plus avant. Voilà. Merci. Alors, la discussion est ouverte. Je vais proposer que d'autres m'aident à traduire. Voilà. Ich werde traduire. Ja. Andreas, eine Frage, ja? Kleine Anmerkung. Désolé, mais je ne parle pas assez français. Ich denke, dass man so weit gehen kann, von einem männlichen Klitorisneid zu sprechen. Traduction. Il pense que on peut aller si loin de parler d'une jalousie, d'une envie de clitoris de la part des hommes. Es gibt eine anatomische Ebene dafür. Il y a un plan anatomique là. Bei der Erforschung der Hyänen Hein? hatten sie Schwierigkeit darin, dass sie einen weiblichen Klitoris bei der Hyäne nach außen. Si longtemps, autrement les autres, on peut pas traduire. Wiederholen, was du gesagt hast, der hat nicht verstanden. Bei der Erforschung der Hyänen waren sie. Erforschung von Hyänen, die Tiere. Ah ja, die Hyänen, okay, ja. Alors quand donc il est question, voilà. Ouais, il est question il parle là de la recherche sur les animaux, les hyènes. Waren sie lange in dem Irrtum, Il y avait une erreur qui a longtemps subsisté, dass sie die Frauen für Männer hielten, qu'ils prenaient les femmes pour des hommes, weil die Frauen ihre Klitoris nach außen gekehrt einen längeren Penis zu haben schienen, ja, wie die Männer. Non, tu traduis? Ça te gêne? Trop long. C'était trop long. Parce que je trouvais que la hyène avait l'apparence d'avoir un pénis plus long que les animaux. Non, parce que les hyènes femelles avaient un clitoris. Voilà, un clitoris.
Voilà. Qui sortait, qui était plus long que celui des hommes. Voilà. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On reste dans la logique toute phallique. Ich habe einen kleinen Artikel geschrieben darüber, aber Zeitung, also das als anatomische Ebene für den Klitorisneid. Oui, ça, de prendre ça comme le plan physiologique. Non, anatomique. Pour l'envie. Auch bei der Frau ist die Klitoris, die innere Klitoris, von der Sie sprachen, länger als der Penis des Mannes. Ah, parce que le clitoris, quand on prend l'anatomie du clitoris chez les femmes, on voit aussi qu'il est plus long que le pénis masculin. Non. Alors, tout ça est extraordinaire parce qu'on est évidemment dans l'imaginaire phallique. Oui, c'est symétrique. Okay. Absolument. Übersetzen. Absolument. Et donc, Phallischen Imaginäre mit dieser Geschichte. Ja. Und ich sage dafür. Geht vom Blick des Patriarchalen aus. Ja. Par point de vue patriarcal. Die zweite Ebene ist des Klitorisneid, dass die Klitoris ein Organ ist, die nur für das Lustempfinden Et que le clitoris est là seulement pour le plaisir. Et que c'est pour ça qu'il n'a pas été très. Also nicht notwendig für die Arterhaltung. Pas nécessaire pour la reproduction. Und die dritte Ebene ist, dass die Frau, weil Sie sagen, der Orgasmus ist für beide gleich, als Dimension, ja. Que pour la femme, si c'est la même chose pour les deux, c'est une dimension de. Aber trotzdem ist die Frau fähig, mehrere Orgasmen zu haben, das wozu der Mann nicht fähig ist. Ah, la femme est en mesure d'avoir plusieurs orgasmes rapprochés ou à la suite, ce dont l'homme n'est pas capable. Au même titre. Au même titre. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses dans cette remarque ou dans cette question. Je vais essayer de répondre à toutes si je les ai bien entendues. Ich werde versuchen, diese Anmerkungen alle zu kommentieren, wenn ich sie alle gehört habe. Alors, par exemple, à partir de la dernière, oui, il est connu que la jouissance organique des femmes permet plusieurs orgasmes successifs. C'est une question physiologique. Ja, es ist bekannt, die physiologische Folge, dass bei der Frau mehrere Orgasmen hintereinander möglich sind. C'est une différence physiologique, en effet. Es ist in der Tat eine physiologische Differenz. Alors que l'orgasme masculin, l'orgasme pénien, en effet, reste seul, en général, sauf il y a quand même des exceptions. Hein, während der männliche Orgasmus gewöhnlich einzeln ist, aber es gibt einmalig ist, aber es gibt auch Ausnahmen. Et ça aussi, c'est une différence physiologique. Und auch da handelt es sich um eine physiologische Differenz. Voilà. On a beau en faire le caractère d'une puissance phallique, là aussi, c'est purement physiologique. Ja, es ist nur physiologisch, es ist keine phallische Differenz. Alors, sur la question de l'envie du clitoris que vous disiez très drôlement, depuis que l'organe clitoridien interne a été découvert et qu'on s'est aperçu qu'il était quand même extrêmement volumineux à l'intérieur. Zu der Klitoris und ihrer Anatomie, seit man nachweisen konnte, dass es trotzdem auch ein Organ ist, was sehr umfangreich ist im Innern. Les mouvements féministes et le discours en général ont recommencé la bataille de qui aura le plus gros. Voilà. Haben die Feminismen wieder angefangen, den Krieg zu führen, beziehungsweise
sich damit wer den größten, Den größeren hat. Voilà, un gros clitoris interne. Mhm. Comme tous les fantasmes d'ailleurs existaient, vous le savez, que des femmes pourraient avoir à l'intérieur un pénis aussi gros, voire plus gros, n'est-ce pas? so wie alle Phantasmen, die existieren, dass die Frauen auch im Innern ein größer, wenn nicht der größte. Et ce fantasme s'est en quelque sorte réalisé. Sauf que, Dieser Phantasmus hat sich anscheinend umgesetzt, in die Wirklichkeit umgesetzt, außer dass sauf que ça n'est pas un pénis, ça n'est pas fait pour se dresser, ça n'est pas fait pour éjaculer, contrairement à ce qu'on croit. es ist kein Penis, es ist nicht gemacht, um zu ejakulieren. C'est Im fait pour, Gegenteil zu dem, was man denkt. Ja. Mhm. c'est fait pour entourer le vagin et le rendre sensible, orgastique. Es ist dazu angefertigt, den Vagina geschmeidig zu gestalten. Donc les discours féministes ont retenu qu'il était très gros, mais ils n'ont pas retenu qu'il était fait pour l'accueil. Die feministischen Diskurse haben zurückbehalten, dass die Vagina sehr groß ist, also Das Organ. das Organ sehr Mhm. umfangreich ist, aber nicht, dass sie dazu für den Empfang gestaltet. Oui, pour provoquer une jouissance de l'accueil et non pas une érection. Mhm. Eine Genießen. Jouissance des Empfangs zu gestalten und nicht Eine Erektion. eine Eine Erektion. Erektion. Als gibt es da keine Erektion. Les féminismes ont donc utilisé l'anatomie du clitoris interne, c'est pour ça que je rectifiais tout à l'heure dans ce que André disait, et non pas sa physiologie qui, elle, est de provoquer l'orgasme vaginal. Die Feministen haben also die anatomische Gestaltung zurückbehalten, aber das die physiologischen Abläufe nicht außer Acht gelassen, kam das nicht mit in Betracht gezogen. Une fois encore, ils ont privilégié l'anatomie et oublié la physiologie, exactement comme Freud l'avait fait. Genauso wie Freud hatten sie nochmal die Feminismen die Anatomie zurückbehalten und die Physiologie ignoriert. Ils ont privilégié l'anatomie pour en faire en quelque sorte une gonfle phallique, symétrique. Sie haben sozusagen die Anatomie privilegiert, daraus eine phallische, wie nennt man das? Anschwellung. Anschwellung, ein Aufgeblasensein Mhm. vorzutäuschen, oder? En méconnaissant la physiologie, qui n'était pas du tout cela, mais qui était complètement dissymétrique. Wir haben die Physiologie verkannt und haben insofern auch nicht die komplette Dissymmetrie berücksichtigen können. Parce que la visée de cette physiologie, en effet dissymétrique, c'est d'avoir, oui, non pas tellement deux jouissances possibles, une clitoridienne et externe et une clitoridienne interne qui soit vaginale. Ja, die Physiologie, die an sich thematisiert, dass es sowohl eine innere wie eine äußere Mais de rendre l'une, Jouissance gibt. Genießen. Ja, genießen ist auch gut. Aber die eine, oui, mais de rendre l'une, la jouissance clitoridienne externe, le gland, utilisable, utile pour l'autre, la jouissance clitoridienne interne, donc le vagin. die das äußere Genießen, die äußere Klitoris sozusagen nutzbar machen für die innere und das innere Genießen der Vagina. Et en ce sens, il n'est pas vrai de dire, comme les discours féministes le disent à l'heure actuelle, il n'est pas vrai, allez-y. Insofern ist es nicht richtig, dass die heutigen Feministen sagen, il n'est pas vrai de dire que comme vous le repreniez, que le gland clitoridien ne sert qu'au plaisir. Ça n'est pas vrai. Mhm. Es stimmt also nicht, dass die
die Klitoris-Eichel nur für das Genießen. Nur für das nur als Lustobjekt. Ja, das ist nur dazu da sein, für anzuregen. das Vergnügen. Für das Ça n'est- Vergnügen da sein. Ça n'est pas vrai parce que certes, il sert au plaisir et on peut s'en servir uniquement pour ça, ça va de soi. Sicherlich nutzt es auch fürs Genießen, aber wenn, Et c'est bien pour ça qu'il est si important pour les mouvements lesbiens, je le comprends très bien. Mais il sert, deswegen ist es auch so wichtig für die lesbischen Bewegungen, dass man auch das in Betracht zieht. Ah, oui. mais en servant au plaisir interne, c'est-à-dire à l'orgasme vaginal, il sert aussi à la prime de plaisir qui est accordée à la conception, à la fécondation. Dass also dieses äußere Vergnügen trotzdem auch eine Art von Vergnügen bereitet für das Genießen der Vagina und gleichzeitig auch dem Vergnügen des Empfangens. Mais, Attendez, Mais- attendez, j'ai pas fini. zum Attendez, Schwangerwerden braucht es kein attendez, j'ai pas weibliches fini, Orgasmus. j'ai pas fini. Je termine juste et puis je vous écoute. Okay. Mais en servant ce plaisir-là, c'est de façon purement physiologique, la femme est amenée à vouloir s'accoupler et donc à procréer. Il sert autant à la procréation que les autres organes de l'accouplement. Ja, also indem man diesem Vergnügen nachgibt und es mit einbezieht, trägt es trotzdem auch zu dem Vergnügen des Empfangens und der Prokreation bei. Der Fortpflanzung. Même si cette jouissance-là n'est pas nécessaire, bien sûr, à la fécondation. Auch wenn diese Jouissance nicht zur Befruchtung notwendig wird. Elle n'est pas nécessaire pour la fécondation, pour la procréation, mais elle est nécessaire pour qu'une femme ait envie de s'accoupler et donc de procréer. Ist zwar nicht notwendig für die Fortpflanzung an sich und für das, aber sie ist notwendig, um überhaupt Lust darauf zu haben, sich mit jemandem, zusammenzukommen und sich dem Akt der Sexualität, des Geschlechtsverkehrs hinzugeben. Vous disiez? Die Unterdrückung der Frau, nur um einen Gedankenströmer, die Unterdrückung der Frau über wahrscheinlich Jahrhunderte. La répression des femmes qui dure depuis des siècles. Des millénaires. Des millénaires, oui. Unbedingt. Drückte sich da auch darin aus, dass die meisten Frauen keinen Bezug zu ihrem Körper hatten, zu genießen. Reposait aussi beaucoup sur le fait que les femmes n'avaient pas de rapport à leur corps et ni accès au plaisir. Vous avez parlé hier soir dessus. Ne? Und das meinte ich, diese Trennung, also über so lange Zeit hat das Genießen der Frau nicht zur Fruchtbarkeit, zur Schwangerschaft Oui, donc, das gebraucht. ouais, donc il insiste sur ce fait que cette longue répression et le fait que pendant si longtemps les femmes, le plaisir a été séparé de la procréation. Alors là-dessus, évidemment, je suis tout à fait d'accord, vous avez raison de le rappeler. Là-dessus, il y a une chose très simple qui se déduit de ce que je disais hier soir. Ich bin einverstanden mit dem, was Sie sagen, und da kann man etwas herausziehen von dem, was ich gestern Abend artikulierte. Et dont Lacan nous a donné, je crois, je trouve, les clés, en tout cas, c'est comme ça que je le développe, pour interpréter toute cette histoire d'aliénation des femmes telle que vous venez de la rappeler. Und Lacan hat es dazu einen Schlüssel gegeben, den ich aufgreife, den ich verwende. Das ist eine ganze
Lorsque, Reihe der Entfremdung. Ja, dass die ganze Entfremdung an sich noch dadurch also thematisiert werden kann, weiter. lorsque Lacan explique que l'idée de castration vient du fait que la jouissance de l'homme, la jouissance phallique de l'homme, la jouissance pénienne, est limitée par la détumescence qui suit l'orgasme. Wenn Lacan beschreibt, wie beim Mann eben nach dem Geschlechtsakt die Jouissance begrenzt ist durch das Erschlaffen des Organs. Voilà. Et qu'il le ressent comme castration, selon comment ça tombe, évidemment, dans le rapport sexuel et non pas dans une masturbation. Dans une masturbation, la détumescence n'a rien d'une castration. Wenn man dann dieses Erschlaffen innerhalb des Geschlechtsaktes, also sieht und nicht innerhalb, also in Bezug auf eine Masturbation, denn das hat damit nichts damit zu tun. Dans le rapport sexuel, il le ressent généralement comme une soustraction, qu'elle soit bienvenue ou malvenue. Im Geschlechtsverkehr erlebt es gewöhnlich als eine Subtraktion, also als ein weniger, ob er es wieder nicht, ob er es möchte oder ob es möchte. Mais que ce qui est source d'angoisse dans le rapport sexuel, c'est bien entendu cette jouissance phallique, cette puissance phallique, tenir longtemps, comme on dit, dans le rapport à la jouissance de l'autre. Was Angst auslöst im sexuellen Akt ist eben dieses, wie lange es halten können, wie lange sozusagen auch das Organ dazu fähig halten, ist angstauslösend. Parce qu'il est bien connu, évidemment quand on ne l'oublie pas, il est bien connu que c'est physiologiquement que le seuil orgastique de l'homme est plus bas que celui de la femme. C'est physiologiquement, c'est-à-dire que l'orgasme se déclenche plus vite. C'est physiologique, c'est pas psychique, même si le psychisme le fait varier d'une façon extraordinaire. Also das Geschehen ist physiologisch, das heißt, es ist eine Natur sozusagen des Mannes, dass er es nicht so lange in dem Sinne aufhält. Man kann es zwar psychisch und auch physiologisch je nachdem erweitern, aber es liegt in der Natur, dass es nicht so lange möglich ist. Je vois qu'il y a des gens qui ont demandé la parole. Est-ce que je finis ça? Ouais, c'est fini. Ouais. Alors, je finis ça. Cette physiologie, on peut très bien savoir à quoi elle sert, puisque cette éjaculation, cet orgasme avec cette éjaculation, ils servent à féconder. Donc, on peut très bien juger que cet orgasme précoce, comme on dit, éjaculateur précoce, cet orgasme précoce, il est fait pour faire féconder. Man kann sehr gut verstehen, dass dieses Organ eigentlich gedacht ist, fruchtbar zu machen und deswegen früher oder frühzeitiger ejakuliert, also zum Erguss kommt. Tandis que l'orgasme plus tardif de la femme, il est fait pour qu'elle ne se retire pas une fois qu'elle a joui, pour pouvoir féconder. Und der später eintretende Orgasmus der Frau ist dazu geeignet, abzuwarten und in dem Zustand sozusagen zu bleiben, eben fruchtbar machen zu können oder fruchtbar zu werden. Alors, sur cette base physiologique, qui est une base de non-conjonction, mais de non-conjonction destinée à la procréation. Auf Grundlage dieser physiologischen Gegebenheiten, die an sich für die Fortpflanzung, der Fortpflanzung dient. Hab ich das vergessen? Le rapport sexuel, il est satisfaisant du point de vue de la fécondation, s'il n'est pas satisfaisant du point de vue des jouissances, des coordinations des jouissances. Der Geschlechtsverkehr oder das Geschlechterverhältnis ist zufriedenstellend, was die Fortpflanzung angeht, sogar wenn er nicht zufriedenstellend in Bezug auf die Jouissance ist. C'est les jouissances qui mènent à s'accoupler.
y compris dans leur forme insatisfaisante. Es ist die Jouissance, die dazu führt, sich zu praktisch verpaaren und gleichzeitig kopulieren, genau, auch wenn sie unzufriedenstellend bleibt. Il y a Alors- deux, voilà. Ouais. Alors, face à cela, je conclus, face à cela, une fois que cette disjonction et cette détumescence revêtent le sens d'une castration et qu'on construit un symbole phallique pour y parer, à partir de là, vous pouvez avoir en germe, j'y reviendrai peut-être une autre fois, l'aliénation de la femme. Ihr müsst mir ein bisschen helfen. Ausgehend von diesem Erschlaffen des Organs führt es, ich kriege das nicht jetzt so zusammen, das war ein bisschen zu komplex. Pourriez répéter une fois, s'il vous plaît? À partir de la détumescence, vous aviez dit... Non, à partir du moment où la détumescence est ressentie comme une castration dans ce contexte, Also in diesem Zusammenhang, von dem Moment an, wo das Erschlaffen des Organs als eine Kastration empfunden wird, in diesem Kontext, dans ce contexte du rapport à l'autre sexe, qui ne rejoint pas sa jouissance, in diesem Kontext des Verhältnisses zum anderen Geschlecht, wo es nicht zu der Jouissance kommt, on construit d'abord un symbole phallique destiné à combattre cette castration, mais ensuite on construit un signifiant phallique destiné à se passer de la jouissance de l'autre. baut man zuerst ein Phallique, non. Signifikant. ein Signifikant auch, C'est bon? Qui sert à se passer de la jouissance de l'autre. Absolument. Dazu dient, ohne das Genießen des anderen zurechtzukommen oder so. Absolument. und dann geht's zur Entfremdung. Absolument. Puisque cette jouissance de l'autre sexe, du féminin, est difficile à atteindre, Mhm. on va ne plus la rechercher, on va s'en passer. Voilà. Da das weibliche Genießen schwierig zu erreichen ist, wird versucht, ohne Auszukommen, ja. ohne zu Es leben. übergehen sozusagen. Et pour s'en passer, on va construire un plus de jouir, ce que Lacan appelle un plus de jouir, qui consiste à disposer du corps de l'autre au lieu de le faire jouir, de jouir avec. Um es zu übergehen, wird eine Art von plus de jouir konstruiert, und dabei wird la fin, vous pourriez répéter la fin? Alors, on va construire un plus de jouir à partir du signifiant phallique, Ouais. qui consistera, au lieu de jouir avec l'autre, de faire jouir l'autre, la femme, ça consistera à disposer de son corps. Indem man sozusagen ein plus de jouir konstruiert, ein Mehr an Genießen, übergeht man das Genießen des anderen und baut sozusagen eine, Voilà. nutzt den Körper sozusagen des anderen. Disposer de son corps, ça veut dire Verfügt über den Körper des anderen. posséder son corps. Bedeutet so viel wie den Körper besitzen. À partir de là, c'est à partir du signifiant phallique, à partir des mystères notamment, à partir de là, le corps des femmes ne leur appartient plus et donc leur jouissance n'est plus une question. Mhm. Und von dem Moment an, von diesem symbolischen, diesem, Le corps des femmes ne leur appartient plus. ja, da gehört eben der Körper der Frau nicht mehr. Donc Oui. leur jouissance Et la- n'est plus une question. Und diese Jouissance Kommt nicht mehr in kommt Frage. nicht mehr in Frage. Aber ab dem Moment des Okay. Signifikanten Oui. Leur jouissance disparaît du discours. und die Jouissance geht verloren aus dem Diskurs. Der Frau. Verschwindet aus dem Diskurs. Alors, on va Merci beaucoup. commencer les autres questions. Il y a jusqu'à présent deux personnes. Il y a Claudia, Klaus et Thomas aussi. Nein, nein. Donc, alors Claudia, du kannst eine Frage stellen, ja. Mhm. Bonjour, madame. Mhm.
Ich habe Ihren Text auf Deutsch in erster Linie gelesen. Bonjour madame, j'ai lu votre texte en allemand. Mir tun sich mehrere Fragen auf. Erst einmal, wie... Alors moi, Passagen. Et je me suis posé plusieurs questions. La première, wie entwickelte sich Ihr theoretisches Gebäude aus der Praxis heraus und welche Relevanz hat ah oui, es? comment se construit votre théorie à partir de la pratique? À partir de votre pratique? La théorie se construit à... Non, attends, la question n'est pas finie. D'accord. Der zweite Teil der Frage ist etwas komplexer. Und er bezieht sich auf den Leib-Seele-Dualismus. Alors, la deuxième partie de la question est plus complexe et elle concerne le dualisme entre le corps et l'âme, le psychisme. Mais du hast Seele gesagt, hein? Psychisme, du hast Seele gesagt. Genau, ja. Ouais. L'âme. Ja. Le dualisme entre le corps et l'âme. Ja, oder Psychismus kann man auch sagen. Mir scheint es, dass Sie eine Dissymmetrie ontologisch setzen wollen und das scheint mir nicht... Alors, je pense que vous avez voulu poser une dissymétrie ontologique. Und das kriege ich nicht gut zusammen mit Lacan. Et ça, j'arrive pas à le mettre en rapport avec Lacan ou la théorie de Lacan. Denn was ich meine, ins Blaue gesprochen, was dann passiert, ist, dass man Lacan als Philosophen väterlich aufrecht erhält. Parce que le fait de mettre Lacan en position de paternaliste, oui, de philosophe. Ce serait une façon de le mettre en place, comme de le maintenir comme philosophe patriarcal. Ouais. Und mir gefällt das auch insofern nicht. Ich kann verstehen, es gibt viele feministische Positionen, wie Sie sie beschreiben. Oui, elle peut comprendre que je comprends qu'il y a beaucoup de positions féministes, mais ça ne me plaît pas. Denn es gibt durchaus auch andere feministische Positionen, die sich mit der Psychoanalyse intensiv auseinandersetzen, und zwar seit den 70er Jahren. Oui, il y a beaucoup de positions féministes qui s'occupent ou se confrontent à la psychanalyse et depuis les années 70 au moins. Und mir scheint eine Art zynisch gesprochen, ich höre da ein phallisches Aufblasen gegen einen imaginären Feind. Alors, j'y vois, pardon, un gonflement phallique contre un imaginaire. Contre un ennemi imaginaire. Contre un ennemi imaginaire. Bon, il y a beaucoup de choses dans cette question. Il y a beaucoup de choses dans cette question. Alors, moi, j'aurais quand même une envie de vous demander, parce que vous m'expliquez toutes les choses que vous aimez pas, mais vous expliquez pas les choses que vous aimez. Si on commençait par là, ça nous donnerait un échange plus familier. Also, Claudia, also mich würde interessieren, du hast jetzt von dem gesprochen, was du alles nicht magst und was ist eigentlich das, was dir gefällt oder was du vertreten würdest, ne?
Das ist lauter Das negativ. wäre leichter. Ja, also es wird leichter, ich weiß. Also mir ist zum Beispiel auch eingefallen, als wir eben bei der Klitoris waren, dieses Thema des Geburtsneides, was zum Beispiel bei Juliette Mitchell auch auftaucht, als ein anderer Faktor, den man da noch in den Ring werfen könnte, Donc, il y avait l'envie, von dieser l'envie de mettre au monde. Donc, il y a aussi une jalousie de mettre au monde de Juliette Mitchell. Mhm. Dont elle traite, oui. Mhm. Non, je comprends pas. Je ne comprends pas ce que vous dites. Bon, je vais reprendre les autres questions que j'ai entendues. Die anderen Fragen versuchen zu beantworten. Alors, est-ce que je me sers des concepts lacaniens à partir de mon expérience? Also benutze ich die Lacanischen Konzepte ausgehend von meiner Erfahrung. Alors, ma démarche est la suivante. Je continue à déchiffrer Lacan parce qu'il ne l'a pas été. Also ich fahre weiter fort, Lacan zu dechiffrieren, zu entziffern, weil er noch nicht äußerlich entziffert wurde. Et qu'il continue à ne pas l'être, je le vois, puisqu'on peut considérer que continuer à déchiffrer Lacan, c'est le maintenir comme paternaliste. Ça, c'est extraordinaire. Und ich sehe, dass man also auch bis heute noch nicht, ist es noch nicht gelungen, Lacan zu entziffern, und manchmal will man es auch nicht tun, weil ja Lacan immer noch als Paternalist gesehen wird. Also wenn man versucht, ihn zu entziffern, dann heißt es sobald, ihn als Paternalist zu erhalten zu wollen. Voilà. Alors, je dis qu'il y a dans le texte de Lacan qui n'a pas été déchiffré, c'est-à-dire qui n'est pas connu du monde entier, des mines d'or dont nous ne nous servons pas, et j'essaye de les mettre au jour concernant la théorie sexuelle. Also man ist noch nicht zu Ende gelangt, also Lacan zu entziffern, und es ist eine Goldmine, also bei der man nicht aufhören sollte, sie auszubeuten im positiven Sinne. Also neue Funde zu machen. C'est pour ça que une fois que j'ai extrait quelques grammes d'or de ce que je découvre et que je les montre, je suis contente quand quelqu'un me dit « Ah oui, ça vaut le coup », plutôt que de me dire « C'est paternaliste ». Also immer wenn ich ein paar Goldkörnchen finde aus dieser Mine und versuche sie darzustellen, dann wäre es mir lieber, wenn man sich darüber freuen würde, über diese Goldkrümel, als dann zu sagen, dass Lacan Paternalist sei. D'autant plus que paternaliste, cela ne l'est pas du tout, puisque ce que j'explique, c'est que Lacan a déconstruit la fonction du phallus et le nom du père, de telle sorte que après Lacan, le phallus et le nom du père tombent. Also und vor allem, weil nach dieser ganzen Dekonstruktion, die Lacan vorgenommen hat, also was den Namen oder die Namen des Vaters anbetrifft und den Phallus, also phallische Funktion, nach all dem, was er da dekonstruiert hat, Lacan, fällt das ja alles, ne? Es fällt und wird nicht aufgerichtet. Et que donc je terminais mon propos aujourd'hui en disant que tous ces gens qui réclament, comme les féminismes, mais pas seulement, il y a bien d'autres, qui réclament qu'on arrête de parler de phallus, tous ces gens-là ignorent, ce sont des ignorants, ils ignorent cette déconstruction du phallus que j'essaye de mettre au jour telle qu'elle se figure chez Lacan. Und all die Feministinnen, die ja immer fordern, man soll diesen phallischen Diskurs endlich fallen lassen. Das ist meine Mühe, das klarzumachen, dass Lacan das ja laufend unternommen hat, eben das zu dekonstruieren. Das muss man eben immer wieder, von dem muss man immer wieder sprechen. À l'heure actuelle, quand vous mettez sur Facebook un tout petit texte théorique, tout petit, quelques phrases, et que ce texte a le malheur de contenir les mots phallus, castration, ou nom du père, alors n'en parlons même pas, pour expliquer en quoi ils sont caducs sous la forme antérieure, vous avez aussitôt quelqu'un qui surgit et qui vous dit baratin, daté. Ja, also selbst wenn man auf Facebook nur die Wörter erwähnt, Phallus oder Kastration, man möchte gar nicht vom Namen des Vaters sprechen. Und wenn man darstellen will, wie veraltet diese Begriffe sind,
aus psychoanalytischer Sicht, also wie man sie dekonstruieren kann, wird man trotzdem als Reaktion erhalten, ach, das ist so ein altes Geleier, das da wieder hervorgeholt wird. Also selbst wenn man es kritisch darstellen will, wird man kritisiert der alten Leier oder der Wiederholung. Ils n'ont même pas lu ce que vous dites, ils s'en fichent complètement, ils ont juste lu qu'il y avait le mot phallus et le mot castration. Pour eux, c'est terminé. Also den Lesern ist es völlig egal, also sobald sie diese Worte lesen, ist für sie das schon veraltet, ist der Diskurs gilt ja schon als veraltet. Alors que nous vivons sur des conceptions, qu'elles soient sues ou qu'elles soient refoulées, dans le christianisme, elles étaient refoulées, de ce phallus et de cette castration, qui animent les logiques de tous les discours depuis des millénaires. Also selbst wenn man das als veraltet darstellen will, also den phallischen Diskurs, also das Sprechen über den Phallus, man sagt kurz Christentum, ist ja auch schon Geschichte, also trotzdem animiert oder belebt dieses Sprechen davon. Et que s'imaginer qu'on va pouvoir s'en passer avant de le déconstruire ou sans le déconstruire, comme l'a fait le christianisme. Le christianisme n'a pas du tout déconstruit le phallus, il voulait s'en servir. Mais il voulait s'en servir sans le dire, en le refoulant. On peut continuer comme ça, les féminismes font comme ça. Also man kann es wie im Christentum machen, dass man den Phallus, dass man nicht dekonstruiert, aber unterschwellig, ohne dass man explizit erwähnt, kann man benutzen. Und das setzt sich im Feminismus irgendwo fort, also irgendwas zu benutzen, ohne es dekonstruieren zu wollen. Mais la psychanalyse de Lacan peut faire mieux, et il nous a laissé des choses pour qu'on puisse faire mieux. Aber die Lacanische Psychanalyse kann das besser und er hat uns eben Sachen hinterlassen, wie wir das auch weiter besser machen können. Donc, ma proposition, avant de continuer la discussion avec Il va Claudia. falloir que j'arrête dans 10 minutes. D'accord. Alors, Klaus voulait poser une question, et puis après, on peut continuer. Voilà. Pour faire une remarque. Ouais. Oui, bonjour. J'ai une seule question qui concerne cette notion de loi sexuelle que vous utilisez maintes fois dans votre texte, donc comme une loi imposée, récusée, dépassée, réformée. Et donc, je me demande comment se constitue cette loi et quel est son statut, puisque nous savons, donc, dans l'œuvre de Lacan, il parle de toutes sortes de lois, de la loi du langage, de la parole, de la loi symbolique, même de la population. Ich will dire en allemand, et puis, also, meine Frage ist, betrifft dieses sexuelle Gesetz, Loi sexuelle, das über ein Dutzend Mal auftaucht in diesem Text. Und ich frage mich also als etwas, das auferlegt ist, dass gegen das protestiert wird oder das subvertiert wird oder reformiert wird oder überholt ist und so weiter. Und ich frage mich einmal, also wie konstituiert sich dieses sexuelle Gesetz und was ist sein Status? Weil wir wissen, in Lacan gibt es alle Arten von Gesetz, also Gesetz der Sprache, Gesetz des Sprechens, das symbolische Gesetz, das Gesetz der Kopulation sogar und so weiter. Das war die Frage. Voilà. Vous avez absolument raison et je dirais que c'était même la question principale que j'attendais. Sie haben recht und das war eigentlich die wichtigste Frage, die ich erwartet habe. Alors, Lacan utilise une fois, vraiment une fois, le terme de loi sexuelle. Also Lacan verwendet das Wort sexuelles Gesetz nur einmal. Voilà, le terme vient de lui, bien sûr, je ne l'aurais jamais inventé. C'est trop, on a trop besoin d'être minutieux. Aber das stammt von ihm, also das Loi sexuell, ne? Das ist nicht erfunden von mir. Il l'utilise lorsqu'il dit, c'est en 1971, lorsqu'il dit « Il ne semble pas qu'on se soit aperçu qu'à la place d'un rapport sexuel, s'est substituée une loi sexuelle. » Also er erwähnt es 1971, indem er sagt, dass sich zu dieser Absenz, also dieser Abwesenheit des Rapports sexuell, substituiert sich das sexuelle Gesetz oder das Geschlechtergesetz. Also es ist eine Substitution für den Non-Rapport sexuell.
c'est l'interprétation fondamentale qu'il fait pour expliquer en quoi il n'y a pas de rapport sexuel, mais qu'à la place, ou parce qu'à la place, il y a une loi sexuelle. Also das ist ein Hauptargument, was anstelle dieses Non-Rapport oder was sich an dieser Stelle des Non-Rapport substituiert, ist eben das sexuelle Gesetz. Quant à cette loi sexuelle, c'est exactement celle qu'il appelle, c'est pour ça que je la reprends, cette fiction simplette, sérieusement en voie de révision, on est ce qu'il y a, on a ce qui est. Und er sagt, dieses sexuelle Gesetz, das ist eine völlig platte Sache, also äußerst simpel, das sich eben über diesen Non-Rapport stülpt oder den er ersetzen soll. Et c'est cette loi sexuelle. Es geht um das. Ja, oder aber hat was gefehlt. On traduit encore, on n'a pas fini de traduire. Ja. On est ce qu'il y a. Ja, so. Wir sind das, was hat. Wir sind das, was hat, was besitzt. Oder man ist das. Ja, man ist das, was man Ja, man ist das, was man hat. Oder man hat das, was ja. Et c'est toute la logique phallique que vous connaissez. Oder man hat das, was ist. Man Ja. hat, was ist, Man ist das, Frau. was man hat. Ja. Ja. Alors, il dit ceci, je vous le situe très précisément parce que c'est important, la même séance du séminaire où il explique que l'inconscient, c'est la politique. C'est le 10 mai 1967, la logique du fantasme. Ah. Im Mai 67 im Seminar Logik du Fantasme, also Logik des Phantasmas. Das ist genau die Stelle, wo er das verbindet mit dem seinem Satz, also das Unbewusste ist das Politische. Et c'est ce jour-là, le même jour, qu'il explique que l'inconscient, c'est la politique et que justement la politique, eh bien, elle relève de la logique qu'il est en train alors d'élaborer, c'est-à-dire la logique du fantasme. Ja, ja. Genau an diesem Tag, also sagt, also das Unbewusste, das ist das Politische, ist genau der Tag, an dem er auch weiter dann über die Logik des Phantasmas spricht. Also wir zusammenschließen mit der Logik des Phantasmas, das Politische. Donc, vous voyez, on peut avoir une très grande émotion quand on réalise qu'en 1967, Lacan expliquait que la loi sexuelle qui aliène la femme, la loi sexuelle, on est ce qu'il y a, on a ce qui est, qui aliène la femme depuis des millénaires, est un fantasme. Also genau 67 sagt er schon, dass eben dieses sexuelle Gesetz die Frau seit 1000 Jahren entfremdet. Tausenden Jahren. Tausenden Jahren entfremdet, dass diese Entfremdung nur ein Phantasma ist, also ich sage jetzt ein männliches Phantasma sicherlich. Et on peut avoir beaucoup d'émotions et aussi d'inquiétudes lorsqu'on réalise 50 ans plus tard, bien plus encore, que ça n'a pas du tout été entendu, et notamment par les discours féministes. Und das wallt einen doch auf, also das bewegt einen emotionell, wenn man 50 Jahre später merkt, dass also das nicht gehört wurde, auch nicht vom feministischen Diskurs, also dass das nicht aufgenommen wurde. Encore une question de Peter veut poser une question. Juste pour terminer, André, parce que la question est très importante. Et cette loi sexuelle, c'est celle qui est mise en scène dans la Genèse, dans la scène de la Genèse, c'est-à-dire là où Dieu extrait un os du corps d'Adam et en fait une femme. Also schon in der Schöpfungsgeschichte beginnt es, als eben aus der Rippe von Adam Eva geschaffen wurde. Also da fängt dieses sexuelle Gesetz schon an in der Genesis. C'est la mise en scène du fantasme, qui est devenue une loi sexuelle. Das ist die Inszenierung eines Phantasmas, das zum sexuellen Gesetz geworden ist. Justement, juste un dernier mot, désolé. Et c'est justement l'os, Lacan pourra dire, cet os qu'il extrait du corps d'Adam, Dieu, c'est justement l'os qui manque à l'organe. Und das ist genau dieser Knochen, der eben dem Organ fehlt, dieser Knochen. Also dem pour qu'il y ait un peu plus de conjonction des jouissances. Et d'ailleurs,
l'homme avait un os pénien, l'homme, je veux dire, au-dessus, dans l'histoire, dans la préhistoire, l'homme avait un os pénien, un baculum, on appelait ça, qui a été perdu depuis, alors que les primates, nombre de primates l'ont gardé. Also in der Prähistorie, da gab es diesen Knochen eben bei den Primaten und bei den prähistorischen Menschen, manche Primaten haben den behalten, aber beim Menschen ist er verloren gegangen, der Knochen. Bon, je voulais vous poser une autre question concernant aussi la question de la loi sexuelle. Quand Freud, par exemple, extrait de son expérience analytique dans l'organisation génitale infantile, dans ce texte où il parle de la phase phallique. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il est aussi à la recherche d'une loi et quel est le rapport de la recherche analytique en général? Est-ce que ce n'est aussi où est une loi dedans? N'est-il pas raisonnable qu'on recherche des lois comment sur le fonctionnement psychique? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire c'est une recherche d'une loi? Also wenn man wenn man sagen würde, wenn Freud sagt, die Libido ist männlich, oder in dem Aufsatz über die infantile Genitalorganisation von der phallischen Phase spricht, dann sind es ja auch Gesetzmäßigkeiten, die er sucht, und kann man da nicht auch von einem Gesetz sprechen? Alors, lorsque Freud a décelé, a identifié l'organisation phallique, l'organisation génitale infantile, c'est-à-dire phallique, il a fait une très grande découverte. Also als Freud diese Entdeckung machte und ausarbeitete der sexuellen Entwicklung, der Sexualentwicklung, man hat eine große Entdeckung gemacht. Parce que, en quelque sorte, il était déjà en train de découvrir, bien avant Lacan, que l'inconscient, c'est la politique. Weil da hat zu der Zeit schon entdeckt, also lange vor Lacan, dass das Unbewusste das Politische ist. C'est-à-dire que la grammaire phallique, dont il ne pouvait pas ignorer que c'était aussi celle des lois sexuelles, c'est-à-dire de l'organisation des sociétés. Also er konnte noch nicht wissen, dass die phallische Grammatik eben auch das sexuelle Gesetz beinhaltet und das ja die Gesellschaft eben gestaltet. Était exactement celle dont il trouvait le fantasme dans l'inconscient et notamment chez les enfants. Genau, das hat er im Phantasma der Kinder wiedergefunden. Also diese Ausarbeitung des sexuellen Gesetzes auf phantasmatischer Ebene. Alors, Freud a impliqué, sans véritablement le dire et sans véritablement en tirer des conséquences, on le sait, cette découverte que la phase phallique de l'enfance, eh ben, ma foi, c'était la même chose que les lois de l'adulte dans les sociétés patriarcales. Also Freud war sich dessen nicht bewusst, er hat die letzten Konsequenzen da noch nicht gezogen, also dass diese phallische Phase beim Kind eben auch beim Erwachsenen fortwirken und eben auch die Vorstellungen der Erwachsenen oder der Gesellschaften sind. Et s'il n'en a pas tiré les conséquences, enfin, pas beaucoup, disons, c'est parce qu'il restait, lui, Freud, on le sait, extrêmement adhérent, disons, aux lois sexuelles, aux lois patriarcales de son époque. Und er hat diese Schlussfolgerung nicht gezogen, weil er eben diesen zeitgenössischen, also zu seiner Zeit, diesem sexuellen Gesetz, diesem phallischen Gesetz, mit dem konform war und dadurch das nicht durchschaut hat, mehr oder weniger.
avec la découverte de la grammaire ou de la logique phallique, donc, il était en train de donner la clé fantasmatique des sociétés patriarcales. Aber hat zumindest einen Schlüssel zu diesem Phantasma der Gesellschaften und der patriarchalischen Gesellschaften geschaffen. Also ein Schlüssel, um das aufzuschließen oder weiter zu forschen. Mais comme je le disais en commençant aujourd'hui, comme les sociétés patriarcales, il a fait l'inverse, c'est-à-dire il est parti du phallus pour en déduire la castration, et en confondant notamment le phallus avec l'organe pénien érigé. Aber er ist eben vom Phallus ausgegangen und hat da über den Phallus auf den Penis, auf das Organ geschlossen. Und dadurch ist er eben der Zeit konform geblieben, also durch diesen Schritt vom Phallus zum Castration. Voilà. zur Kastration. C'est pour ça qu'il fallait attendre Lacan, et Dieu merci, si je puis me permettre, nous l'avons eu. À condition de le lire, je le répète. Und deshalb, Gott sei Dank, haben wir Lacan gehabt, wenn man das so sagen kann. Aber unter der Bedingung, dass man ihn auch liest, muss immer wiederholt werden. Il fallait attendre Lacan pour renverser complètement le propos et s'apercevoir que c'est à partir de la castration, et donc chez l'adulte et non pas chez l'enfant, de la castration du rapport sexuel. Ouais, c'est ça. Und der eben auf Lacan, der das auf den Kopf stellte und der von der Kastration ausging und wohlgemerkt der Kastration beim Erwachsenen. Und von da zum Phallischen zu schließen. Et donc, pas au niveau d'un sujet, mais au niveau des sociétés, qu'on avait construit le phallus. Dass man nicht vom Subjekt ausgehend, der den Phallus konstruiert hat, sondern auf gesellschaftlicher Ebene. Je peux ajouter une question? Si la castration est, ça m'évoque le trias castration, frustration, privation. Alors, est-ce que vous dites là que la castration inclut à peu près tous les trois? C'est-à-dire si la castration est le premier, est au premier lieu, quoi. Alors, quand je parle de cette castration-là, je parle de la castration réelle. Also wenn ich von dieser Kastration spreche, dann von der realen Kastration. Et c'est-à-dire? La castration réelle, c'est celle que je décrivais, c'est celle que Lacan a isolée et définie dans le rapport sexuel, celle que j'évoquais tout à l'heure, à savoir celle qui, à partir de la limite phallique du rapport sexuel, telle que matérialisée donc dans la jouissance pénienne et sa détumescence. Also ausgehend vom Limit des phallischen was das Genießen des Penis, des Organs anbetrifft, also das ein Limit erreicht, also ausgehend davon. Sanctionne, matérialise une disjonction des jouissances des deux sexes. Das führt eine Disjonction, also ein Auseinander der beiden Geschlechter ein. C'est-à-dire le non-rapport sexuel. Also das Geschlechtsverhältnis, das nicht existiert. Petite question encore. Est-ce que ça, ich übersetze dann gleich, est-ce que ça, comment ça s'inscrit dans le psychisme? Si ça a quelque chose de primaire. Also wie schreibt sich das im Psychischen ein, diese reale Kastration? Bien entendu que dire tout cela ne vient pas à la place de tout l'appareillage de la castration dans le psychisme. Ça vient pas à la place, ça vient en plus dans une topologie de torsion. De torsion, de bande de Mébus, de plans projectifs, etc. Dans une topologie tordue, disons. Also diese Nichtverhältnis, also das reibt sich nicht ein, sondern kommt als was Zusätzliches. Also in ein Es ersetzt nicht. Ja, ersetzt nicht, sondern schreibt sich als was Zusätzliches in einer Möbiusförmigen Torsion, also Drehung ein. Alors, ce sera la même question que Lacan évoque, je crois, dans le séminaire 22, quand il dit
quand apparaît la question, si le réel, est-ce que le réel, c'est dans le menu borroméen ou est-ce que le réel, c'est ce qui fait le nœud borroméen? Je suis tout à fait d'accord. Le réel, c'est le nouage du nœud pour chaque point, avec notamment l'objet central au centre du nœud. Je suis tout à fait d'accord. Tout ce que Lacan isole et que je reprends sous cette forme de la castration réelle dans le rapport sexuel comme non-rapport sexuel sanctionné sur la jouissance de l'homme, Das alles, was sich formulieren lässt, also von verschiedenen, also was der Borromäische Knoten einbezieht, also anknüpft an was den non-rapport sexuell anbetrifft, so altes. Tout cela n'enlève rien, évidemment, à l'immense élaboration freudienne puis lacanienne de la castration psychique. Also nimmt der Ausarbeitung Lacans und Freud, was die psychische Kastration anbetrifft, also nichts weg. Et notamment dans toutes ces valences, castration, frustration, privation, bien sûr. In allen Wertigkeiten, also was die Frustration, Privation, Kastration anbetrifft, also all diese verschiedenen Wertigkeiten dieser. Ça enlève rien, mais ça le sous-tend, puisque, je disais tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu, que cette castration réelle du rapport sexuel, c'est-à-dire plutôt du non-rapport sexuel, ou qui vient à la place du non-rapport sexuel, Lacan en fait l'origine du langage, donc du psychisme. Also für Lacan ist der Ursprung der Sprache und also des Psychischen, also eben diese symbolische Kastration, die auf die Stelle dieses Non-Rapport, also die sich da bildet, ne? Also diese Kastration. Ich glaube, es hat eine reale Kastration. Also bei der realen, genau, realen Kastration. Voilà. Je vais vous laisser. Merci. Ok. Merci, Gisèle. Merci aussi. Nous avons passé un bon moment de travail. Je m'en réjouis beaucoup. Alors, on continuera la prochaine fois. D'accord. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.